invités avec nous chaque soir autour de cette table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault nous accompagne, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Pierre-Olivier Beffy est avec nous également, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Vous êtes également président fondateur de l'association L'Éco à venir. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Vincent Lecartier est également à nos côtés, responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. No pain, no gain, ça semble être la stratégie, de plus en plus explicite d'ailleurs, chez Donald Trump et les membres clés de son cabinet, la nouvelle stratégie économique de ce début de second mandat de Donald Trump. On a franchi la barre des 50 jours depuis son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, avec l'idée que l'économie américaine va devoir traverser une période de transition, nous dit Donald Trump. Scott Bessent utilise l'idée d'une période de détox, de désintoxication pour l'économie américaine, avec l'objectif de refaçonner un modèle économique un peu différent, plus industriel qu'il ne l'est aujourd'hui. No pain, no gain. Comment est-ce que ça résonne à l'oreille d'un investisseur et d'un gérant d'actifs, Vincent ? Je pense qu'il faut essayer de comprendre, essayer, je dis bien, de comprendre la logique. J'ai l'impression qu'on fonctionne exactement à l'inverse de son premier mandat, où il avait été d'abord généreux avec des baisses d'impôts, de la dérégulation, et ensuite il était passé sur la partie désagréable qui était les hausses tarifaires. Pour des raisons techniques, en fait, il ne peut pas le faire cette fois-ci dans ce sens-là. Donc il est obligé d'attendre que le Parlement lui donne son soutien pour la partie baisse des impôts. Donc il fait ce qu'il peut faire, c'est-à-dire déjà la partie je frappe sur la partie tarifaire, ou je menace de frapper sur la partie tarifaire, je réduis les dépenses, tout ça pour avoir derrière effectivement une pression sur l'économie, ce qui lui permet de dégager déjà quelques avantages, des taux d'intérêt plus bas, autrement dit un accès au crédit moins cher pour l'ensemble des acteurs et notamment pour l'État, un pétrole qui reste bas. Donc ça aussi, pour le pouvoir d'achat ou pour les marges bénéficiaires de beaucoup d'entreprises, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un dollar qui s'est réaffaibli. Donc là aussi, globalement, c'est de la compétitivité pour les entreprises américaines, donc plutôt un facteur, je pense, favorable. Donc il y a quand même un certain nombre de facteurs, pour moi, neutralisant le côté désagréable. Il n'y a pas que des échecs dans les 50 premiers jours de Donald Trump. Et on est focalisé sur la partie action, mais il faut se rappeler que la partie obligataire gagne depuis le début de l'année, et que les portefeuilles des ménages américains sont mutualisés, il n'y a pas que des actions. Dans le 60-40, il y a aussi une partie obligataire. Donc il y a une partie qui vient compenser la baisse des actions, qui avait été spectaculaire sur les dernières années, donc on peut aussi rendre un peu de ce qu'on a gagné. Donc j'ai pas l'impression qu'à ce stade, le pouvoir d'achat des ménages soit spécialement menacé, il n'y a pas de flambée du chômage, il y a moins de recrutement, mais pas de hausse du chômage. Donc j'ai l'impression que pour le moment, le risque d'avoir une récession par un effondrement de la consommation, il reste modéré à ce stade, de mon point de vue. Et donc ce qu'on peut essayer d'attendre ensuite, ce sont les baisses d'impôts qu'il va falloir essayer d'arracher aux parlementaires. Et je pense que d'une certaine manière, plus l'économie ralentit, plus c'est facile de négocier auprès d'eux, d'avoir des enveloppes pour aller soutenir le revenu des ménages, le pouvoir d'achat des ménages, ou les bénéfices des entreprises. Donc je pense qu'il y a ce facteur-là, et la déréglementation, la dérégulation, qui elle aussi va venir en soutien de la croissance. Et tout ça dans un calendrier qui est assez serré, c'est-à-dire les 2 ans d'élection à mi-mandat. Ouais. Donc je pense qu'on fait le plus dur maintenant, et que si les Républicains accompagnent cette thèse, on se retrouve à avoir plutôt des bonnes nouvelles avant les élections du mi-mandat. Donc une chance d'être réélu en accompagnant la thèse de l'administration Trump. C'est un pari risqué ? Sur l'exécution, oui. Il y a plein d'endroits. Pour que même Donald Trump en vienne à dire que oui, les marchés vont monter, vont baisser, mais le projet est ailleurs et on est là pour reconstruire les États-Unis, qu'il y aura un peu de douleur, a little disturbance, but we're okay with that, etc. C'est assez nouveau dans la bouche d'un Trump qui a plutôt l'habitude de n'afficher que des victoires, quelles que soient les situations. Tant qu'il ne peut pas mettre en avant des baisses d'impôts, je pense que le pari est risqué. Donc pour moi, en fait, c'est ça l'enjeu, c'est ce timing, cette différence de timing entre la partie on fait souffrir et la partie on récompense. Pour moi, c'est ça le danger. Il y a la Fed quand même en soutien potentiel. On verra.
Oui, on verra. Potentiel. Le prochain rendez-vous avec la Fed, c'est effectivement la semaine prochaine. La dernière fois que Jérôme Powell s'est exprimé, c'était il n'y a pas très longtemps, je crois, il n'y a même pas une semaine, pour nous dire qu'à ce stade, la Fed n'avait toujours aucune urgence à baisser les taux et qu'il était encore trop tôt, selon lui, pour intégrer pleinement les résultats économiques de la politique poursuivie par Donald Trump. On verra si la semaine prochaine est un moment différent de ce point de vue-là. Nicolas Brault, quand vous entendez Trump parler d'une période de transition, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, en tout cas ? Juste par rapport à cette expression qui est récente, ça m'inspire deux commentaires. Le premier, je pense qu'il est tout de même surpris des effets qu'il a créés, dont il peut, pour certains, en effet, se réjouir. La baisse du coût de financement, ça c'est un résultat qui est incontestable. Et comme tout le monde s'attendait à une tension parce que c'était inflationniste et que l'État fédéral est très, très endetté. Donc tu as absolument raison de dire que c'est sous-commenté. Et il l'a bien affiché comme étant l'objectif premier. C'est ça qui est fascinant. Il est néanmoins surpris. Et le terme de transition, ça résonne extrêmement mal à mes oreilles parce que en 2024, j'ai entendu cette expression où la normalisation 250 fois par des entreprises qui, dans 200 cas sur 250, ne voulaient pas dire que, en fait, après la fête, il n'y avait plus de croissance. Le luxe, le machin, tous ceux qui avaient monté leur prix, qui disaient que c'était du pricing power, alors que c'était que de la retranscription de l'augmentation de leurs coûts et pas du tout du pricing power. Et donc, non, transition est un terme qu'on entend encore en 2025 à ceux qui disent avoir raté la marche 2024 et que 25, c'est pas encore l'année du redémarrage. Donc, les dirigeants d'entreprise ont déjà abusé de ce type d'expression. Un dirigeant d'un pays qui a un fil conducteur économique fort est à risque de commettre la même erreur. Peut-être deuxième commentaire. Il y a le court terme qui nous anime. Je pense qu'il faut prendre au mot ce qu'il dit, d'autant plus que du côté des entreprises, ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on entend des dirigeants, c'est qu'ils sont eux-mêmes très surpris de la tournure des événements et cette incertitude est tout à fait au détriment de l'envie d'entreprendre, de l'envie d'embaucher, de l'envie d'investir, même aux États-Unis, ou peut-être encore plus, je ne sais pas, et de l'envie de faire du M&A. Alors là, on est carrément à l'opposé de ce qu'on a entendu en décembre, janvier, où la machine à faire des deals allait tout simplement exploser. Donc ça, c'est le court terme. Le sujet vraiment qui va peut-être nous animer les 4 prochaines années, c'est de savoir quel est le projet final derrière Trump. Est-ce que c'est vraiment une sorte de révolution ? Renverser les tables, c'est bien, mais si c'est réconcilier in fine le monde, on va dire, des élites bien pensantes, de l'argent dont il fait partie, puisqu'on a une plutocratie qui est à la manœuvre là maintenant, avec l'Amérique moyenne, super. Mais ça veut dire beaucoup de dégâts. Hein. Beaucoup. Mais je ne sais pas. Hein, on a envie, le côté fascinant de la période, c'est que on a une impression de plaques tectoniques, de choses qui sont à la fois mais la dernière fois il était comme ça, et tout le monde sait que l'Amérique ne se parle plus depuis 20 ans, qu'il y a des écarts, une polarisation raciaux, de sociaux, professionnels, il y a des gaps régionaux. Les gaps sont ouverts partout. Oui. Donc, ce truc-là est pas tenable et à bon entendeur, nous évoluons sur la même tendance évidemment ailleurs, hein, en Europe. Hein. Donc, on est obligé de se questionner et pas se limiter à un jugement à l'emporte-pièce par rapport à un bonhomme qui est brouillon. Parfois, je dois le concéder, je trouve extraordinairement antipathique. Mais néanmoins, s'il est là et de nouveau là, il a peut-être une stratégie. Et c'est ça qui va être important de comprendre. Lui ou autour de lui, hein, effectivement. Quand on parle de Trump, je le précise à chaque fois. C'est aussi l'équipe et les gens autour de lui sont importants quand même dans cette affaire. Quand on entend Bessent, le secrétaire au Trésor, parler d'une désintoxication, de sortir d'une économie qui était devenue
trop dépendante sur certains paramètres de la création d'emplois publics, c'est vrai. C'est vrai. Même Janet Yellen le reconnaissait. Il y a eu des créations d'emplois extrêmement importantes et une sphère publique qui a pris de l'importance et qui se lie dans les soldes budgétaires qui sont mauvais. Hein. Donc ça a du sens. Hein. Make sense. Ouais. Maintenant, comment on y arrive? Alors après, sur le très court terme, il y a aussi par rapport à cette déclaration de transition, il y a un effet momentum dans les choses. On connaît ça quand on achète des actions, hein, les marchés de momentum à la hausse, mais aussi à la baisse. Oui. En général, il y a une certaine inertie. Quand on ne révise plus à la hausse, c'est marrant, le coup d'après, on révise à la baisse. Il y a quand même, autour des earnings qui vont sortir à partir de la mi-avril, ça risque d'être intense. On a révisé un peu à la baisse, les earnings américains. Hein. C'est léger, hein, mais quelques points. Mais on ne les révise plus à la hausse. Ouais. La séquence de publication à mi-fin février était bonne, mais le passé. Oui. Et ce qui est sûr, c'est qu'on révise tous, plus ou moins, à commencer par les dirigeants, à la baisse, la perception qu'on avait du futur. Ouais. Alors ça, c'est un changement radical. D'ailleurs, c'est hyper sain. C'est hyper sain du point de vue des marchés, hein, parce que l'exceptionnalisme américain... On corrige un suroptimisme qu'on pouvait avoir jusqu'à encore quelques mois sur l'état des États-Unis et des marchés américains. L'exceptionnalisme américain, moi je trouve que c'est une foutaise. C'est vraiment une foutaise. On en a parlé pendant 2 ans ici, Nicolas. Oui, non, ok, mais parce qu'on vit dans des mondes de concepts. Oui. Hein, il y a 10 ans, l'Amérique avait presque acquis une crainte viscérale d'être dépassée très vite par la Chine. Là, elle a sombré provisoirement dans une arrogance qui n'est pas que trumpienne, hein, qu'on a entendu chez des conseillers financiers, des stratèges, des dirigeants de Wall Street. Le patron de Goldman Sachs qui met un tout petit peu d'eau dans son vin, j'ai l'impression, cet après-midi. Et l'Amérique est la meilleure, mais elle n'est pas exceptionnelle, elle ne marche pas sur l'eau. Et elle est surtout la meilleure quand elle est paranoïaque. Là, elle est très très forte, très très forte. Oui. Mais elle reste soumise aux lois de la physique et de la gravité. Bon, on a envie de positiver, hein. C'est quand même des gens qui nous... Si on parle d'eux tout le temps, c'est qu'il y a des raisons. Bon, vos commentaires et de ce que vous comprenez de la stratégie après une 50aine de jours d'exercice du pouvoir par Trump et ses équipes, Pierre-Olivier. Moi, je suis assez d'accord avec pas mal d'éléments qui ont été donnés par Vincent et Nicolas. Je rappellerai un point, d'ailleurs, qui a aussi bien été dit, c'est que depuis 2019, aux États-Unis, sur les 7 millions d'emplois, il y en a 3,5 millions qui ont été faits d'emplois publics. Donc c'est une économie et alors après ils ont mis 7% de PIB dans l'économie, quoi. Ils ont mis en fait c'était du déficit comme jamais. Je pense qu'il y a un déséquilibre de la politique du policy mix américain depuis déjà, mais sous Biden déjà, qui était aberrant. Voilà, on n'aurait jamais dû avoir autant de déficit public avec une économie au plein emploi. Donc je dirais que je veux pas soulager, je dirais Trump de sa communication. On peut juger sa politique, etc. Mais dans le no pain, no gain, il y a aussi l'idée que l'argent est plus gratuit depuis un an et demi, et qu'avec les charges d'intérêt qui montent, de toute façon, il n'y a plus les marges budgétaires. Donc voilà, il y a un passage qui va être rude. Et peut-être aussi d'ailleurs qu'à un moment, ça reviendra en Europe, ça aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui, on met de l'argent de partout avec la dette. On est à front renversé là maintenant. Voilà. Oui. Donc en France, d'un seul coup, on n'a plus de problème budgétaire. Mais enfin, on était même précurseurs. Par-dessous, il y a quand même des éléments qui... Voilà, donc moi je pense qu'il y a une vraie transition là-dessus, que ça c'est important. C'est un projet ambitieux, mais nécessaire, de corriger quand même en partie ce déséquilibre sorti de Covid de l'économie américaine. Alors ça, je me rappelle, c'était une question qu'on se posait l'année dernière sur ce plateau, c'est est-ce que vraiment ils veulent faire? Voilà, il y a deux niveaux. Est-ce qu'il veut simplement garder ses marges de manœuvre, garder son déficit comme il est, et c'est déjà pas mal, ou alors vraiment faire encore plus d'expansion budgétaire, ou alors réduire vraiment. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est encore un pari, pour l'instant, de réduire vraiment le déficit public américain. Je pense que un des dangers qu'on a aujourd'hui, c'est que sans doute, on sait qu'une partie de la réponse, c'est d'avoir des taux réels beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Voilà, donc il faut que la Fed capitule. Le problème, c'est que la Fed, pour capituler, il faut peut-être que l'économie est bien mal. Voilà.
Donc moi, ce qui me fait un peu peur dans la séquence en termes de pour l'année, après on parlera des marchés, du tactique, non, mais c'est etc. intéressant. Mais c'est donc un espèce de chicken game entre Trump et la Fed. Qui va cligner de l'œil le premier? Et Trump espère, avec tout ce qu'il met en place, que c'est la Fed qui va capituler la première. Et que lui pourra garder un cap stratégique avec le soutien de taux réels plus bas. Une des stratégies, c'est de mettre l'économie à mal et expliquer que c'est de la faute de la Fed. Parce que quand même, la Fed a une part de la responsabilité. Je veux dire, alors moi, je suis assez peu inquiet de la consommation aux États-Unis. Je pense que d'abord, les récessions, mais il n'y a jamais de la consommation, c'est toujours l'investissement. Mais par contre, sur l'investissement, c'est rouge de partout. Ah bah oui. On a l'investissement immobilier avec les mises en chantier qui ont été baissées, et ça, c'est à cause de la Fed. Ouais. Voilà. Les taux immobiliers extrêmement élevés. On a l'investissement public qui est en train de s'effondrer. Bon, ça, c'est de la faute de Trump. Mais bon, Et puis, on a l'investissement des entreprises qui subit, en fait, pour moi, un énorme choc de déglobalisation. C'est en train de après, on peut mettre les tarifs dans tous les sens, les contre-tarifs, mais on a bénéficié, je dirais, dans les années 2000, 2010, d'un énorme élan de mondialisation qui a créé beaucoup de croissance. Là, on a de la déglobalisation, mais qui arrive très, très vite. Donc, sur l'investissement, c'est très, très rude. Moi, je pense que quand même, le scénario n'est pas très enthousiasmant sur l'économie américaine, peut-être même l'économie mondiale cette année. Dans l'enquête auprès du moral des patrons de PME américains, NFIB hier, c'est quand même la base électorale de Trump, c'est une enquête très républicaine. Effectivement, la baisse de la proportion des patrons d'entreprises qui sont prêts à étendre leur business dans les 6 prochains mois est violente. Sur un mois, sur 2 mois, c'est quand même assez violent. Oui, tout à fait. Et puis, le problème, c'est qu'il va y avoir un décalage entre la perception... aujourd'hui, on a beaucoup de peur par rapport à tout ce qu'il a dit, on voit les gens, le Doge, on dit voilà, c'est catastrophique, mais pour l'instant, il n'y a rien dans les données. De toute façon, la plupart des données ne le reflèteront pas si facilement. D'ailleurs, il y a par exemple les données d'emploi dans les claims. Quand on est fonctionnaire, on ne touche pas les allocations chômage comme ça. L'ADP, il n'y a pas assez l'emploi privé, etc. Donc il y a les payrolls. Les payrolls, c'est souvent un peu retardé pour des raisons méthodologiques. Donc voilà, il y a pas mal d'effets statistiques qui font que tous ces effets, on les verra peut-être un peu plus tard dans la séquence par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui. Bon. Mais malgré tout, c'est quand même un bon choc d'offres négatif et il y a aussi un choc de demande négative. Donc en fait, je pense quand même un des enseignements, parce qu'il y avait un gros débat, je me rappelle, en fin d'année là-dessus, c'est de se dire les tarifs, c'est hyper inflationniste. En fait, finalement, on s'aperçoit que le plus gros risque aujourd'hui est sur la croissance et pas sur l'inflation. Voilà. L'inflation, ça peut rester... c'est persistant, mais il n'y a pas de choc inflationniste qui vient. On repart pas à 10% d'inflation, quoi. Et le problème, c'est que on a plus peur maintenant que l'économie... Si l'économie lâche, il y aura de la désinflation. Donc ça peut compenser l'effet inflationniste des tarifs. Et donc sur le court terme, là, Jérôme Powell s'exprime la semaine prochaine à l'issue du FOMC. Il a déjà des éléments qui lui permettent d'avancer dans son discours ou d'être toujours sur l'idée d'une pause sans urgence. Alors je pense que c'est quand même un meeting extrêmement important pour les marchés. Moi je le perçois comme ça. Parce que il ne faut pas forcément qu'ils pivotent, mais il faut au moins quand même qu'ils mettent un petit élément d'assurance. Il ne peut pas tenir le discours qu'il a tenu il y a une semaine. Je pense pas, moi. Après, peut-être que je me trompe. Un point qui peut faire que je me trompe, d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même un antagonisme politique entre la Fed, l'administration Trump, qui peut un peu brouiller le message. J'attends pas à ce qu'il annonce qu'il va couper les taux, ou alors tout de suite, ou en mai, etc. Mais ça serait bien quand même qu'il ouvre l'option. Parce que je pense que sinon les marchés auront un peu quand même du mal. Si on n'a pas la perception du Fed put qui revient, c'est un peu compliqué. Mais la séquence peut être favorable. L'indice des prix à la consommation a été plutôt un peu meilleur qu'attendu, même si malheureusement, en fait, c'est surtout les tarifs. Aériens c'est un peu le passé, ça, pour le coup. Donc, non, puis surtout qu'il y a quasiment la moitié des composants du CPI qui montaient à plus de 0,3 en moyenne en rythme mensuel. Donc en fait, malheureusement, le chiffre sous la surface est pas si bon que ça pour la Fed. Après, il y a le Michigan de vendredi, je pense qu'il y a un chiffre important. Une partie de la correction a commencé aussi sur ce chiffre-là, avec les anticipations d'inflation qui ont monté. Ça peut être très volatile, peut-être que ça peut un peu rebaisser. Donc voilà, on a peut-être une séquence qui va peut-être permettre à la Fed au moins de dire, moi je suis... là, il y a quand même s'ils sont en risk management, ils devraient dire que il y a quand même plus de risques sur la croissance que sur l'inflation qui se sont manifestés récemment. Après, il y a un sujet politique au milieu de tout ça. Voilà, exactement. Vincent, c'est quoi où est-ce que vous voyez effectivement les seuils de douleur sur le marché qui feraient que quelqu'un interviendrait, ou la Fed, ou Trump qui changerait de stratégie, ou je ne sais pas, des entreprises aussi qui pourraient peut-être, après avoir soutenu Trump, monter un peu au créneau, mettre de la pression. Où est le put, quoi? En timing, je suis entièrement d'accord. La Fed, pour moi, doit commencer à réouvrir un petit peu la porte à une baisse de taux.
Quand on regarde les anticipations de mouvements de taux cette année, c'est de nouveau 3 baisses de taux aux États-Unis, une fois à chaque trimestre, juin, septembre, décembre, alors qu'il y a un mois, c'était 0. Donc ça bouge très très vite. Donc déjà, je pense que la Fed peut essayer d'accompagner un petit peu les anticipations qui sont faites par le marché. Deuxièmement, les modèles de la Fed lui disent récession approche, en tout cas pour certains de leurs modèles. C'est plus impossible. Ça n'est plus impossible. Donc je pense qu'assez logiquement, une ouverture de Powell sur la possibilité de rebaisser les taux, pour moi, ça me semble assez logique. Quand est-ce qu'il faut l'activer ? Les 2 mandats, c'est inflation et chômage. Inflation, entièrement d'accord, il y a peu de chances que ça soit une catastrophe. C'est du one-off, et puis voilà. Et de toute façon, les hausses tarifaires, s'il y a ralentissement économique, l'un compensera un peu l'autre. Donc pour moi, c'est l'emploi. C'est l'emploi qu'il faut regarder. Et je pense que c'est prématuré pour la Fed de faire quelque chose. Mais par contre, elle peut dire, il y a quelques indicateurs qui commencent à se dégrader. On surveille ce point-là beaucoup plus encore que l'inflation. Et nos prochaines décisions seraient... Il peut nous dire qu'il est d'accord avec le pricing de marché, par exemple. Exactement. Pour les entreprises, qu'est-ce que ça implique ? Alors, on est sorti de la période de publication de résultats, en attendant la prochaine, bien sûr, Nicolas, mais dans ce monde-là, et notamment des tarifs, j'imagine que c'est pas évident du tout. Quand on lit des commentaires rapportés de CFO, de CEO, c'est ce qu'ils expliquent. Je prends l'ascenseur, je descends de 15 étages, je ne sais pas combien il va y avoir eu de tweets de Trump entre-temps, et combien de renversements, de contre-pieds, de revirements, etc. Oui, c'est difficile de répondre à ça, parce que Trump occupe un espace qui est complètement démesuré. Alors, s'il renverse les tables et qu'on est à la veille d'une révolution, c'est normal. On est à un grand point d'inflexion de quelque chose, social. Mais sinon, on n'a pas acheté l'Amérique de Reagan, Carter, il n'avait que... Mais de toute façon, il suscitait du mépris, surtout vu de chez nous, mais même parfois là-bas. Donc, il y a un moment donné, le président de la République, c'est très bien, mais moi, je vais écouter, en tout cas, ce que dit Corporate America. Ouais. Et de ce point de vue-là, on sent qu'il y a un début de langue qui se délie, après un moment de sidération qui n'est dépassé que par la sidération du peuple démocrate qui est sans voix. Ah oui. Sans voix. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Par Bernie Sanders, personne ne parle. Ouais. Donc on revient au corporate. Pour le marché action, d'abord, on va regarder ce que disent les entreprises, la séquence des résultats. Si on rentre dans un cycle de révision en baisse des résultats, enfin un cycle, une première... Ouais. Une première, c'est une première, quoi. Ouais. On en parlera au moins autant que la phrase transition ou... Mais le moins 10 de marché, là, ou quasi, il l'a pris en compte ? Ou est-ce qu'on est encore au milieu du chemin si on était dans cette... Je ne sais pas. Je sais pas vous dire. Je pense que le moins 10 est l'image miroir de... novembre, décembre, mi-janvier. Oui. C'est tout. D'accord. C'est tout. C'est pas plus que ça. N'importe qui est investi sur des actifs américains, et j'en ai un à ma gauche qui le fait aussi depuis longtemps, c'est très bien que ça se voit même pas en termes de performance. Oui. C'est la vie normale du marché, ça. Ce qui est nouveau, c'est l'effet surprise. Tout le monde est surpris. Ouais. Tout le monde est pris à contre-pied. Mais parce que le point de départ récent, hein, puisqu'on accorde beaucoup d'importance au court terme, puis c'est normal. C'est une arrogance, mais... Enfin, n'importe quelle... la fille qui fait la porte-parole à Maison-Blanche, oui, elle ne dit pas des bêtises, hein, mais d'une arrogance. Mais tout est arrogant. Tout le monde est extraordinairement arrogant. Ça ne marche pas. Et moi, je trouve ça génial qu'en 2 mois, cette chose-là soit en train de voler en éclats. Alors, de là à basculer dans... la récession est à nos portes. Bon, ça, on connaît. Ça fait quand même 4 ans que le risque de récession... il y a eu l'été dernier, là, ça a duré le 2 août, 5 août, jusqu'au peut-être 8. On était en vacances. Mais c'est logique. Donc, cette partie-là, cette lecture-là, est positive. Ça veut dire qu'on a envie de rentrer dans un territoire. On est dans un territoire, on a envie de chercher des opportunités pour se ressensibiliser. C'est peut-être ça. Ouais. Sur un horizon court.
Maintenant, la réponse vraiment, c'est la saison, je pense, du premier trimestre. Ouais. Où, pour l'instant, les dirigeants disent ce qu'ils pensent. Ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde aux États-Unis, d'ailleurs non plus, puisqu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans beaucoup de choses. Mais aux États-Unis, les dirigeants, si ça commence à se dégrader, ils le disent. À partir du moment où ils parlent vrai. Ils le disent. Ouais. Donc ça va être... Oui. Ouais. On est dans une actualité d'une intensité exceptionnelle. Ça ne fait peut-être que commencer. Avant de parler de l'Europe, juste là, tactiquement, comment on traite le marché américain, Vincent ? Pour moi, si vous êtes comme moi, si vous pensez qu'effectivement il va y avoir du meilleur derrière, c'est-à-dire nouveau une phase de baisse de fiscalité et des régulations, c'est plus le moment de vendre alors. Et qu'une partie du ralentissement qu'on vient d'avoir, c'est un ralentissement conjoncturel qui est dû à du restockage, etc. Vous revenez un petit peu sur les États-Unis et comme d'habitude en priorité sur ce qui a le plus baissé, c'est-à-dire la techno. Sauf à considérer que les bilans des 7 majors sont en réalité du pipeau et qu'elles n'ont pas de cash. Voilà, il y a une valeur derrière et des parts de marché, tout ça ne va pas s'arrêter. Donc pour moi, c'est évident que c'est de ce côté-là qu'il faut revenir. La vraie question, je pense qu'elle est plus du côté de l'Europe, en fait. Ok, bon, on y viendra, mais moins 15 sur le Nasdaq, vous dites, il y a déjà des choses à faire là sur ce marché américain. Comment on traite le marché américain Oui, moi, pour vous, Pierre-Olivier? Je suis assez aligné. Voilà. D'accord. Après, je pense qu'il y a quand même encore un pari. C'est allé vite, hein. Voilà. Non, mais enfin, je veux dire... on retrouve tout de suite déjà des gens là qui sont prêts à racheter le marché américain. Je sais pas. Alors que certains n'ont même pas eu le temps de vendre. Moi, je suis dans un hedge fund, donc je suis toujours un peu hedgé. D'accord. Donc moi, j'étais pas dans ce marché, voilà. Ouais. Mais je me dis que il y a un diagnostic que je partage avec Vincent, c'est que les conditions financières s'améliorent. Voilà. Quand vous avez une baisse du dollar, Les cartes de crédit ont un peu bougé quand même. Oui, mais je veux dire, alors, franchement, on n'est pas au niveau. Oui, on vient de tellement bas, bien sûr. Okay. Ça se tend un peu aussi, mais de manière générale, quand même, la baisse du dollar, la baisse des taux, c'est quand même stabilisant, voilà, à court terme. Après, ça n'est pas si on est vraiment en récession tout de suite, hein, évidemment. Là, c'est jamais assez quand dans ces cas-là. Mais est-ce qu'on est déjà dans ce scénario-là? Moi, je pense qu'il y a encore un peu de temps avant qu'on y arrive. Voilà, donc pour l'instant, c'est une bonne baisse des taux, une bonne baisse du dollar. Trump s'est bien couvert politiquement en annonçant qu'il voulait faire baisser les taux. Donc pour l'instant, tout va bien. Je te laisse le jugement moral si c'est bon ou pas bon. Hein. Moi, je ne vais pas m'engager là-dessus. Bonne baisse, c'est juste le refroidissement qu'effectivement on attendait pour rééquilibrer les choses. Contrairement à il y a 2 ans où c'est le marché obligataire qui faisait baisser le marché action parce que les taux montaient. Ouais. Ça, c'était vraiment gênant parce qu'il n'y avait pas de mécanisme d'ajustement. Là, il y a un mécanisme peu d'amortissement. Donc c'est vrai que ça peut faire sens de commencer à essayer de tenter de jouer au moins un rebond technique, on va dire ça comme ça. Parce que moi, je suis un peu plus négatif sur l'économie américaine et mondiale pour cette année. Donc c'est pas forcément donc ça, c'est vraiment que j'ai envie d'être méga bullish sur. Mais pour vous, ça veut dire que sur 2025, la probabilité de récession, elle va encore monter un peu plus que ce qu'elle n'est déjà. Moi, je pense que c'est très très compliqué avec les ajustements. Enfin, toutes les bonnes nouvelles qu'on attend, elles se matérialiseront pas avant l'année prochaine. Quand est-ce qu'on va faire passer les budgets, les baisses d'impôts, etc. Enfin, ça va arriver vers la fin d'année. Enfin, ça va arriver vers l'automne. Et puis après, le temps qu'on mette tout ça en place. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi une grosse partie des baisses d'impôts qui sont juste des extensions des baisses qu'on a déjà. Bien sûr. Donc, en fait... en termes d'impulsion, il n'y a rien de neuf. Hein. Pour l'instant, il y a quand même un petit débat aussi sur ce qu'on va vraiment avoir derrière. Donc, moi, je pense que pour cette année, malheureusement, on a pour l'instant la rhétorique très négative sur les tarifs et surtout, je pense que sur l'aspect confiance... Donc la Fed va revenir dans le jeu, mais sur le plan de la macro, on est plutôt sur une série de déceptions à venir là pour l'économie américaine. Peut-être que ça va dans le sens aussi de l'idée qu'on commence un peu à ajuster à la baisse sur les perspectives des entreprises et que la macro quelque part va aussi refléter ça. Encore une fois, à mon sens, pas tout de suite. Les gens se font un peu peur. Bien sûr, le PIB américain il va être négatif au premier trimestre, mais si c'est juste parce qu'on a importé en amont des tarifs, si le deuxième trimestre on a une contribution exceptionnelle du commerce extérieur et qu'on a un PIB à 4%, ça ne veut rien dire tout ça. Il faut regarder par-dessous ce qui se passe en quelque sorte. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a un peu de fébrilité sur la demande domestique américaine. Là aussi, Kevin Hassett, il a pris les devants. Il a dit oui, le premier trimestre, ce sera quelques blips dans les données.
Voilà. Bah, il n'a pas pris de risque, parce que le T2 va remonter, c'est sûr. Oui, ils ont toujours un problème avec le calcul Faut savoir où est-ce qu'on tombe du derrière, T1. Ils ont toujours un problème de calcul du PIB au premier trimestre. Peut-être un dernier point. Ouais. Moi, un point qui m'inquiète aussi sur l'année aux États-Unis, c'est justement que les États-Unis sont vraiment trop en roue libre, là, ce gouvernement. Enfin, ce qu'on aime bien, c'est quand, au contraire, il y a un équilibre des pouvoirs. Les marchés, ils sont jamais aussi bons quand on a une chambre démocrate, un président républicain, ou le contraire, parce qu'on se dit qu'il y a des contre-pouvoirs partout. Là, ils sont un peu en roue libre et on s'aperçoit qu'ils font des erreurs de communication, qu'ils font des erreurs aussi peut-être. Là, je sais pas, par exemple, ils ont viré les vétérans qui ont voté pour Trump, donc du coup, les vétérans se disent mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent, on se dit qui sont pas naturelles. Ouais. Et ça reflète bien aussi, je pense, la grosse surprise du marché, qui a été que le gros consensus quand même, les Trump trades. C'était impressionnant en novembre-décembre. Ouais. Ils sont tous enfin aujourd'hui. C'est tout revenu à zéro. Oui, bien sûr. C'est assez impressionnant. Oui. Donc il y a un contre-pied qui n'était pas si facile à voir, quoi. D'ailleurs, Trump, il dit à Musk qu'il faut arrêter avec la hache, il faut y aller au scalpel maintenant. Je ne sais pas si ça va être suivi d'effet, mais bon, sur l'Europe, Nicolas, parce que là aussi, à front renversé, beaucoup de choses ont bougé quand même depuis une quinzaine de jours. Bon, commentaire libre, j'allais dire, sur la situation et les avancées politiques en Europe. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On n'a pas été avare d'enthousiasme, je dois le dire. Maintenant, la poussière retombe un peu, les questions d'intendance arrivent, donc, et le marché a beaucoup monté. Bon, alors, je suis positif. Il faut choisir son camp. Je suis positif. Il faut donner sa chance au produit. Ça arrive une fois tous les 10 ans. Et ce qui se passe en Europe n'est pas anodin. Déjà, le point de départ est l'effet, est l'exact inverse des États-Unis. L'arrogance, l'absence de... On n'a plus confiance en nous. Les Américains ne nous regardent même plus. Les financiers américains n'ont pas rebalancé leur portefeuille vers l'Europe. Et nous, Européens, nous avons perdu confiance en nous. OK, ça complique l'histoire structurelle. Ça, je vous le concède. Ça met du temps à se retourner. Néanmoins, partant d'un point bas, en termes de positionnement financier et de confiance en soi, il y a des éléments importants. Ah, zut, on va reparler de Trump. Ben, il nous botte les fesses et on bouge. C'est bien. Les Anglais et les Français se reparlent, les Allemands, et puis on a un pivot de l'Allemagne. C'est quand même extraordinaire qu'un pays notoirement laxiste sur le plan budgétaire, les États-Unis d'Amérique, adopte un espèce de discours de policy mix de rigueur budgétaire, alors qu'un pays unanimement identifié comme étant rigoriste, l'Allemagne, s'apprête à enfoncer une énorme brèche là-dedans. Donc, quand c'est les Allemands, tout le monde les regarde. Si c'est français, c'est sympa. Ouais. On parle de Macron, on fait trois interviews à la télé américaine, mais il n'y a pas de suite. Donc, ce qui se passe en Allemagne, indiscutablement, est intéressant. Et il est intéressant pour notre propre confiance citoyenne. Je pense, hein. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur la confiance des ménages et la propension à consommer ? On a quand même dit toute l'année dernière que les taux d'épargne avaient monté en Europe. C'est vrai partout, hein, c'est pas qu'un phénomène français. Donc, il y a du pent-up demand. Sur le plan financier, il y a eu, depuis la guerre en Ukraine, 3 ans, 255 milliards de dollars de sortie de capitaux de l'Europe. En 3 mois d'arrêt de baisse ou de légère montée, il y a eu combien sont revenus 4% D'accord. de revenus, 10 milliards. Ok. Autant dire que si l'histoire mérite d'être un peu jouée, pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. D'accord. On n'a rien vu. Ouais. Rien vu. Du point de vue corporate, le sujet Trump, toute l'année 24, il était en filigrane, mais depuis septembre, il était omniprésent. Oui. On a posé 0 question. Qu'est-ce qui se passe si Kamala Harris est élue, alors que Trump, les tarifs, et perdre vos talents et perdre ceux qui allument la lumière dans vos usines, était un sujet posé à tous les dirigeants en Europe. Ils n'ont pas la réponse. Ils ne savent pas plus que les Américains, et peut-être que nous, où le monde va, mais ils savent où ils ont envie d'aller, de quels moyens ils disposent. Et moi, j'ai été frappé, depuis octobre, d'une gestion saine, lucide, de ces sujets-là. Face à un tarif, on va voir ce qu'on fait. Aller ouvrir une usine aux États-Unis pour 10% de mes ventes aux États-Unis, sachant que j'aurai aucun avantage compétitif,
peut-être que je vais renoncer à ces ventes ou j'augmenterai mon prix. Ouais. Et quand on pose la question, dans pas mal de cas, mais vos concurrents américains, alors ils vont avoir un avantage compétitif majeur. La réponse est souvent, on ne va pas généraliser, souvent, eux, ils fabriquent 100% en Chine. Donc je viens à un sujet qui me tient à cœur, le désarrimage industriel, l'économie de la connaissance, c'est autre chose. Mais des biens de la Chine, impossible. Tout ça, ça ne marchera pas. Ni de la Chine, ni du Mexique, où toutes les entreprises américaines vous disent « mais j'importe des trucs, et puis je les renvoie au Mexique pour une transformation, ça puis ça revient. 12 fois pour une voiture. » Et il y a je ne sais combien de dizaines, quinzaines de milliers de camions qui passent tous les jours à chaque point de frontière. Ça ne marchera pas. C'est pas pour ça que ça ne va pas se faire. Donc, sur le plan du corporate earnings européen... On va réviser là ? Je ne sais pas. Pour la première fois, on commence une année avec des estimations à laquelle on ne croit pas. Tu as la synthèse des analyses, on ne croit pas. Et à l'issue de la première période de publication, il n'y a pas de révision à la baisse. Il y a une petite révision à la hausse. Il faut être clair, on est quand même dans une machine à laver où on retient les cas bons ou les cas mauvais. Je comprends. Mais en dynamique, dérive seconde, allez s'étirer par les cheveux, d'accord. On a envie un peu de positiver. Un peu. Ok. Mais ça veut... Donc l'Europe a une place dans les portefeuilles et pourrait avoir une place stratégique un peu plus importante peut-être demain à terme. Sachant que 60% des bénéfices de l'Europe sont réalisés en dehors d'Europe, ce qui se passe aux États-Unis, sur un malentendu, si c'est toujours bon, ça sera bien. Et si c'est meilleur, ça veut dire moins exécrable en Chine. D'accord. On a quand même fini l'année 2024 où il y avait les États-Unis et le reste du monde. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que si c'est les indices large cap qui montent en Europe, c'est essentiellement parce que la part du chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis est importante et que les États-Unis continuent d'aller bien. Si c'est les small et mid cap, comme on a vu avec le MDAX allemand, qui se mettent à rebondir et à se réveiller, c'est plus lié à l'Europe qui se muscle elle-même. Oui, et puis les regards vers la Chine, c'est encore empreint de beaucoup d'incertitudes, mais là aussi, en dérivée seconde, ça s'améliore. Vincent, sur l'Europe. On relance la défense, mais une bonne partie va partir aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas monter en cadence immédiatement. L'effet multiplicateur keynésien, il est très faible là-dessus, donc de toute façon, on aura peu d'impact. Et ça ne peut arriver qu'à partir de 2026. Donc rien pour cette année en termes de hausse de croissance. Donc je ne crois pas à ce que cette partie-là nous aide. Pour la partie infrastructure en Allemagne, c'est étalé sur 10 ans. Là encore, je pense que le temps que tout soit voté, etc., c'est au mieux en fin d'année, plutôt 2026. Donc moi, je ne crois pas à des révisions en hausse par le côté domestique européen. Ça, j'y crois absolument pas pour cette année. Pour l'année prochaine, oui, mais pas pour cette année. Okay. Donc ensuite, ça dépend de votre horizon. Si vous investissez pour 2025, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc nous, c'est déjà joué, quoi. Nous, on est plutôt dans l'idée de prendre des bénéfices. Par contre, si vous êtes en buy and hold, ce que sont un certain nombre d'investisseurs, donc le 10 milliards à ce moment-là est nettement insuffisant et il y a des tas des flux à venir qui doivent encore venir. Et à ce moment-là, effectivement, vous restez positionné, mais c'est peut-être pas pour tout de suite que vous aurez le retour sur investissement. Pour finir, Pierre-Olivier. Rapidement, je pense que ça faisait 2 ans qu'on attendait que les marchés européens surperforment. Ça arrivait tellement vite. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été surpris, bien positivement quand ça faisait. Il y a eu des séquences courtes quand même sur les 2-3 dernières années. Octobre 22, octobre 23, on a à chaque fois des rebonds importants de l'Europe. C'est vraiment sur quelques semaines. Oui. J'ai vu ça depuis 2 ans. Donc, Mais non, après il y a quelques éléments, je suis d'accord, qui font que peut-être qu'une partie au moins tactiquement du rallye est un peu plus difficile. L'euro remonte, donc ça veut dire il y a beaucoup de gens qui disaient la baisse de l'euro, c'était génial pour les profits des boîtes, des grosses boîtes notamment, donc ça sera un peu moins sympathique. Et puis, puis les taux remontent aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention aux multiples. On n'achète plus un marché qui est haï, dont personne ne veut, etc. Voilà, donc ce sera sans doute, il y aura peut-être un peu plus de stock picking, des choses un peu plus à réfléchir, je dirais, tactiquement à court terme. Après, structurellement, moi, je partage aussi l'idée que quand même l'Allemagne, c'est significatif. Ils mettent presque un point de PIB par an pendant 10 ans, je veux dire. Ça fait 15 ans qu'on en parle, 15 ans que certains d'entre vous l'attendent. Je ne peux pas bouder son... Très
bien. Et puis, Le plaisir, j'en sais un, mais... en tout cas, c'est enclenché, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est Le plutôt bien. signal est envoyé. Structurellement, c'est plutôt bien. Voilà. Le signal est envoyé quand même. Bon, tout ça à suivre évidemment au prochain épisode. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Olivier Beffy, Boussard et Gavaudan, Nicolas Brault, Autingre, Banque Privée, Vincent Lecartier, WeSave.